Merci aussi Myr pour l'invitation à parler devant vous. Donc du docteur junior. Alors c'est voilà, qu'est-ce que c'est? Donc on ne sait pas encore bien, ça n'a pas été encore mis en place, hein, donc on va voir ça et puis je vais essayer de vous en parler. Alors c'est qui es-tu, où vas-tu? Et puis il y aura surtout une grande partie que fais-tu plutôt qui pardon. Et une grande partie surtout que fais-tu qui sera la plus importante. Voilà, juste un petit point de rappel. Donc ce matin déjà Damien Roux a représenté la maquette, mais donc qu'est-ce qu'un docteur junior? Alors dans le décret du 3 juillet, donc qui a fait la réforme du troisième cycle des études. Donc l'internat a été divisé en 3 phases sur 5 ans pour la maquette de Myr. Donc la première année qui constitue la phase socle, sur les deuxième, troisième et quatrième années, la phase dite d'approfondissement, et sur la 5e année, la phase de consolidation qui correspond au docteur junior, hein, c'est synonyme, phase de consolidation, voilà, docteur junior. Déjà pour commencer, le docteur junior, c'est un interne de Myr en 5e année. Comment il s'est retrouvé dans votre service, le fameux docteur junior? Donc, pas comme un interne classique avec une procédure de choix, au rang de classement, mais avec une nouvelle procédure qui s'appelle le Big Matching. Donc qui correspond en fait à une procédure avec un choix dans lequel les services et les internes sont un peu plus valorisés. Donc d'une part, l'interne va classer les services par ordre de préférence pour réaliser le docteur junior, et les services vont classer les internes, et un ordinateur va attribuer en fonction de la meilleure combinaison pour tout le monde. Alors, on a une petite spécialité, d'ailleurs très probablement que sur les premières années, compte tenu des effectifs, pas beaucoup de services auront des docteurs juniors, en tout cas là sur la première promo, puisqu'il y a un peu plus de... Voilà, on était 64 initialement dans la promo 2017, un peu moins maintenant, et puis avec tous les décalages, master, césure, etc., il y aura des effectifs assez faibles. Donc, tout simplement, qu'est-ce qui est intéressant pour un service et qu'est-ce qui est intéressant dans cette nouvelle phase de Big Matching, c'est de pouvoir un peu anticiper et de faire en sorte que le service puisse interagir avec les internes en amont et proposer en fait quelque chose d'un peu personnalisé, quelque chose de présenter le service, surtout si l'interne n'y est pas passé dans des semestres précédents. Alors, nous, on avait évoqué quelque chose comme une fiche de poste, par exemple, hein, tout simplement, et ça peut être aussi, bien sûr, quelque chose de beaucoup moins formalisé. L'important, c'est que puisse y avoir en amont, voilà, proposition de la part du service sur qu'est-ce qu'on y fera en tant que docteur junior, quel est le recrutement, quel est le terrain de stage, comment ça s'organise. Ça, c'est quelque chose qui est important dans l'absolu, un peu pour tous les stages, mais encore plus pour le docteur junior. Donc la question c'était qu'est-ce qu'on fait maintenant en tant que docteur junior? Alors les textes, le ministère nous dit simplement ce sera de la mise en responsabilité supervisée. Alors comme on ne savait pas bien qu'est-ce qu'on en attendait tous, voilà. Donc avec le Myr, donc l'Association nationale des jeunes Myr, on a fait une enquête pour savoir un petit peu ce qui allait, quelle était l'attente des internes et des futurs docteurs juniors sur cette phase. Donc on l'a faite là très récemment, à partir de novembre. On l'a destinée aux 3 promos de Myr qu'il y a pour l'instant, enfin sans la promo 2020, mais voilà, 2017, 2018, 2019. Et les questions portaient sur le déroulement de l'internat, les perspectives pour le docteur junior et pour le post-internat. Donc on a eu 105 répondants sur un effectif total estimé autour de 180. Il y avait 25 sur 28 subdivisions représentées, donc quasiment toutes. Avec à noter juste une petite surreprésentation de Paris, de l'Île-de-France, qui représente 25% des réponses pour normalement des objectifs autour plutôt de 15-20% des internes. Donc voilà,
par exemple un peu plus répandu. Il y avait 60%, voilà, 60% d'hommes et 40% de femmes. Là, j'avais une répartition à peu près normale avec centrée sur 26 ans, à peu près 26-27 ans. Et puis, c'était une répartition à peu près homogène sur les 3 promotions, même si la promotion 2019, donc la plus jeune, a un peu plus répondu. Voilà. Ce qui pourra expliquer certaines réponses après, on verra. Alors, donc, la première question, donc, c'est où vas-tu, docteur junior, où vas-tu? Donc, c'est où et comment on va réaliser dans quel stage en fait on va réaliser le stage de docteur junior. Donc, on a d'abord posé la question est-ce que vous vous projetez, est-ce que vous trouvez ça intéressant et est-ce que vous vous projetez sur réaliser les 2 stages, donc c'est une année, et donc c'est 2 fois 6 mois. Est-ce que on part sur 1 an comme c'est souvent proposé ou est-ce qu'on fait 2 fois 6 mois? Et finalement, l'avis est plutôt assez tranché en faveur de pouvoir réaliser 6 mois dans 2 services différents. Donc quand on propose, est-ce que ça doit être imposé de faire 1 an dans le même service? Donc là, on a plus de 50% de positions défavorables. Et puis, on a demandé aux gens s'ils se projetaient déjà. Et donc même s'il y a un peu moins de 20% d'incertains, il y a quand même déjà plus de 50% des internes qui se sont projetés sur faire 2 stages de 6 mois pendant l'année de docteur junior, dans 2 services différents. Voilà. Alors, ensuite, donc ça c'est un peu le thème de la journée, c'est quel genre de service et notamment la grande différence entre un CHU et un CHG pour réaliser l'année de docteur junior. Donc là, il y avait quand même, donc les réponses sont assez partagées. Donc très peu de gens se projettent sur réaliser l'année entière en CHG. Mais il y a quand même la moitié, donc 40% qui se projettent sur réaliser mixte, CHU et CHG. Et puis, par contre, il y a aussi 40% qui se projettent sur réaliser l'année uniquement en CHU. À savoir tout de même que dans ces répondants, il y en avait 50%, un peu plus de 50%, qui n'avaient pas encore réalisé de semestre en réanimation périphérique, donc en CHG. Donc malgré ça, il y a quand même beaucoup de gens qui se projetaient, alors même qu'ils n'avaient pas encore réalisé de stage en réanimation périphérique. Donc ça veut dire que probablement cette proportion pouvait augmenter de manière importante une fois que les gens auront découvert ces services. Alors ensuite, on a poser une question qui était en fait on voulait mettre la question telle quelle, la proposition telle quelle dans le questionnaire, puisque c'est une position du CEMIR qui était assez clairement énoncée. Donc je vous la lis parce qu'elle est un peu longue. Donc les internes ayant prévu un post-internat dans un CHU devront préférentiellement réaliser leur année de docteur junior en CH périphérique. Et inversement, les internes prévoyant un post-internat en CH périphérique devront préférentiellement réaliser leur année de docteur junior en CHU. Donc on s'est demandé quel était l'avis des internes sur cette question, puisque c'est préférentiellement, mais c'est quand même une position, en tout cas pédagogiquement, portée par les encadrants. Et voilà, donc là, les résultats sont très largement défavorables sur cette réponse. Donc, pourquoi? Alors principalement, je pense, parce que comme vous l'avez vu, les gens se projettent encore sur réaliser l'année de manière mixte, et donc ça, ce serait une première entrave au fait de pouvoir faire deux services différents. Et puis aussi, je pense, parce que peut-être que s'il y a une raison pédagogique importante et forte, elle n'a pas été forcément clairement expliquée et établie, et peut-être qu'il y a un travail à faire de ce point de vue-là si vous pensez que c'est une position qu'il faut maintenir. En tout cas, dans l'état actuel des choses, les gens sont principalement opposés, et globalement, on va voir par la suite que on a un sentiment général que les internes souhaitent pouvoir porter leur projet professionnel, et donc il est important de laisser le plus de liberté possible dans ce projet-là. Alors ensuite, donc on va rentrer plus dans le que fais-tu.
Et donc on a essayé de savoir comment les internes se projetaient sur les responsabilités auprès des patients et responsabilités notamment cliniques. Donc on a demandé quel est le sentiment vis-à-vis de la gestion d'un patient en autonomie. Alors autonomie, donc dans les textes c'est très flou, on nous dit autonomie supervisée. Donc nous on a proposé pas de relecture systématique des prescriptions, comme voilà, avec un interne éventuellement, et la possibilité de se référer à un senior si besoin évidemment. Donc voilà, ce qui nous a paru être l'autonomie supervisée. Donc les gens sont très favorables à ça, donc plus de 90% à ce mode voilà, à être en accord avec ce mode de gestion en autonomie pour quand on est docteur junior. Et puis, s'est posé la question des gardes. Donc, est-ce qu'en docteur junior, on fait des gardes de seniors? Donc ça, c'est une question importante. Dans beaucoup de services, il y a déjà des internes qui font des gardes de seniors. Donc, docteur junior, c'est la mise en responsabilité. Donc, ça nous paraissait important de savoir. Donc, il y a une très forte majorité de favorables, quasiment 90%, mais on remarque quand même qu'il y a presque 10% de défavorables. Donc, je vous présente une analyse là un petit peu préliminaire de cette étude. On n'a pas eu le temps de faire les statistiques un peu avancées, mais probablement aussi que le fait qu'il y ait beaucoup d'internes dans la promo 2019 qui aient répondu, peut-être que c'est ce qui explique qu'il y a des gens en tout cas qui ne se sentent pas encore tout à fait prêts, qui ne se projettent pas encore dans des gardes de seniors, et ce qui explique le 10% de défavorables. Ce que ça nous dit surtout, c'est qu'il faudra probablement discuter ces choses-là avec les internes et que pas laisser des gens en difficulté s'ils ne se sentent pas tout à fait prêts. On va y revenir sur la question des gardes, et notamment quand les commencer. Donc le docteur junior dure 1 an, et donc à quel moment on les démarre. Et donc là, on a proposé différents moments de démarrer ces gardes seniorisés. Et donc globalement, alors on est à plus de 90% dans les 3 premiers mois. Donc ça c'est quelque chose d'assez... voilà, les gens souhaitent une mise en autonomie, mais relativement rapide. Et donc la majorité, c'est donc 35% dans le premier mois. Il y a quand même 20% qui seraient d'accord pour en faire tout de suite. Et puis voilà, 35% à 1 mois, 25% à 2 mois et 15% à 3 mois. Donc ça, voilà, ce que ça nous dit, comme je disais à l'instant, c'est que ces choses-là, ça se discute, ça s'anticipe un petit peu avec l'interne. Il faut essayer de voir son ressenti sur comment on démarre une garde, comment on fait une première garde. Et évidemment, probablement, ça dépend aussi de votre réanimation, du terrain. C'est pas tout à fait pareil probablement d'être dans un centre référent CHU qui fait énormément d'entrées toutes les nuits par rapport à des réanimations où il y a moins d'entrées. Pas pareil d'être dans un service où il y a une autre réanimation dans l'établissement que dans un service où on est très isolé. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont très centre dépendants. Et alors du coup, autre petite subtilité possible à mettre en place, c'était est-ce qu'il y a besoin d'un accompagnement particulier sur les premières gardes en tant que senior? Et donc on a proposé 2 modalités. Est-ce que c'était avec un senior sur place, mais qui n'aurait pas le téléphone, qui ne serait pas en responsabilité, juste à possibilité qu'il soit là si besoin, si on se sent dépassé, et possibilité aussi d'avoir un senior au téléphone. Et donc globalement, les internes sont très favorables à avoir un petit backup, avoir quelqu'un qui peut les aider en cas de besoin. Et avec peut-être une préférence, en tout cas beaucoup plus d'avis favorables sur d'avoir quelqu'un au téléphone. Pas défavorable à l'idée d'avoir quelqu'un sur place, mais plus indifférent. Donc ça aussi, c'est des modalités pratiques de comment on arrive avec ce que vous êtes dans un service où il y a 2 lignes de garde. Est-ce qu'on a la possibilité de faire ça ou pas? Voilà, ça c'est des questions aussi très centre-dépendants. Donc c'est probablement une très bonne chose qu'il y ait quelqu'un au moins au téléphone. Après, éventuellement sur place, ça n'a pas l'air d'être un gros problème non plus, mais voilà, c'est bien de prévoir éventuellement pour les premières gardes une aide un peu supplémentaire pour les cas difficiles. Je suppose que quand on démarre, on sait gérer 90-95% 99% de ce qu'on a, mais on peut toujours arriver à avoir un besoin d'un petit peu d'aide.
Alors, en dehors des missions cliniques, du coup, on s'est posé la question sur les missions pédagogiques. Et donc, notamment, quel était le rôle du docteur junior vis-à-vis des autres internes et des externes. Donc, sur la possibilité d'encadrer les externes au lit du patient, donc les gens sont globalement favorables. Un peu moins favorable sur la possibilité d'encadrer les internes. Donc ça, je pense que c'est une question de positionnement. Hein. Ça aussi, c'est assez personnalité dépendant. Donc des fois, il faudra peut-être un peu pousser les gens ou discuter avec eux, mais savoir comment voilà, le docteur junior reste un interne. Après, c'est un vieil interne, c'est quasiment un chef. Donc comment on se positionne dans l'encadrement vis-à-vis des autres, des plus jeunes, internes, externes. Mais globalement, des avis plutôt favorables. Alors donc ça, c'était au lit du patient, et là, on est sur la possibilité de donner des cours un peu plus formalisés. Donc sur les externes, 66% de favorables, mais quand même, on atteint les 20% de défavorables. Donc peut-être la mise en position d'enseignant, enfin d'enseigner, en tout cas de donner un cours formalisé, et pas forcément, tout le monde ne se sent pas forcément à l'aise là-dessus. Vis-à-vis des externes et vis-à-vis des internes. Alors là, la tendance s'inverse, on a 45% de défavorables et seulement 33% de favorables. Donc voilà, probablement vis-à-vis des autres internes, les gens ne se sentent pas forcément très légitimes ou très en confiance pour encadrer les gens qui sont assez proches d'eux en termes d'âge ou de niveau d'études. Donc voilà, pas imposer des missions pédagogiques pour lesquelles les gens ne se sentiraient pas capables de les assumer. Et alors, on a proposé d'autres missions dans le service. Donc pendant cette journée, on a parlé d'énormément d'autres missions dans le service qu'on pouvait faire, donc notamment de la recherche. Donc ça, on a proposé ça. Comment les gens se sentaient en confiance vis-à-vis d'effectuer des missions hors clinique et dans le service. Donc des avis plutôt favorables sur la recherche. Mais pareil, avec voilà, des gens qui sont pas tous... je pense en fonction des sensibilités de chacun, mais globalement favorable. Et puis on a proposé alors de participer à des protocoles de soins. Donc là aussi, avis même plus favorable que pour la recherche pour les protocoles de soins. Alors on n'a pas mis, parce qu'on n'avait pas forcément tout ça en tête, les autres activités dont on a parlé aujourd'hui, hein, qui sont les activités avec le reste de l'hôpital, etc. C'est pas forcément la position d'un docteur junior, mais ça peut être aussi une bonne idée pour intéresser quelqu'un à la vie d'un service, de lui faire participer aux autres missions. En tout cas, les internes sont globalement favorables à ces choses-là. Voilà, donc pour résumer un petit peu tout ce que j'ai pu dire et ce qu'on peut tirer de cette petite enquête, c'est que en amont et au démarrage du docteur junior, l'important, c'est, en tout cas ce qui ressort, c'est vraiment la volonté d'avoir une liberté sur la maquette et de pouvoir mener à bien son projet professionnel. Donc ça, c'est important pour les coordinateurs de DES et de bien, de voir que les internes ont vraiment la possibilité de faire ce qu'ils veulent. Il faut accompagner évidemment et orienter probablement, mais c'est important de pouvoir laisser de la liberté. Que les services, surtout si vous souhaitez avoir des docteurs juniors, si vous pensez que c'est un avantage et que c'est quelque chose dans lequel vous avez envie de vous investir, anticipez vis-à-vis des internes. Voilà, si des subdivisions, il y a beaucoup d'internes, la fiche de poste, c'est un bon résumé, mais ça peut être aussi de manière beaucoup plus informelle, contacter les internes pour leur proposer les services. Et puis, au démarrage, très important, probablement les échanges sur le ressenti vis-à-vis des responsabilités, qu'elles soient cliniques ou non cliniques. Et puis, enfin, pendant l'année, donc tout au long du déroulement docteur junior, pouvoir faire pas quelque chose de fixe, hein, mais une mise en responsabilité progressive, rapide, donc 0,3 mois, notamment sur les gardes, hein, on a vu que c'était globalement ce qui ressortait. Discuter des missions pédagogiques, là aussi, hein, c'est peut-être pas la même chose au début de l'année où on est en train de découvrir toute une nouvelle facette du métier, et puis un peu plus tard où peut-être on a plus de temps pour encadrer des gens et faire des petits cours. Et puis attention, on en a parlé pas mal aujourd'hui, mais c'est très important pour les internes et encore plus pour les docteurs juniors, c'est préserver le temps non clinique, pouvoir travailler sur des projets de service et puis pas oublier qu'il y a un mémoire de DES à faire
pendant l'année de docteur junior, et uniquement pendant cette année-là, puisque jusqu'à la 4e année, on a la thèse, donc préserver du temps et proposer de travailler un petit peu hors clinique à certains moments. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Très bien. On va assez rapidement faire installer la table ronde pendant peut-être qu'on pose quelques questions ou commentaires sur la présentation. Damien ? Ouais. Donc, merci beaucoup. Donc Damien, un des responsables pédagogiques du collège. Merci pour la présentation de l'enquête. Il y a un élément qui est finalement assez amusant, juste dans la fin. Quand tu dis 0,3 mois pour faire les premières gardes, un projet pour débuter l'année. Et c'était un peu pour ça qu'on s'était positionné plutôt en faveur d'1 an de stage, parce que finalement, quand tu vas changer de service, si tu vas, et ce qui ne serait pas illogique, aller dans un service que tu ne connais pas, dans le 2e semestre d'une phase de consolidation, tu as toute cette démarche à remettre en place. Et en fait, la partie très professionnalisante, je sais pas moi, finalement, une fois qu'on a fini le DES, on peut être PH dans un service. C'était ça la logique pédagogique, à plutôt valoriser 1 an que 6 mois. Dans tous les cas, 2 fois 6 mois. Dans tous les cas, le texte de loi, il est très clair, c'est 2 fois 6 mois ou 1 an. Donc les internes ont le choix. La commission pédagogique s'était plutôt positionnée en faveur, sous réserve de faisabilité locale, parce que toutes les subdivisions, on va dire toutes les régions, puisque la phase de consolidation se réfléchit non pas en subdivision, mais au niveau régional. C'était en tout cas nous pour ça qu'on s'était plutôt positionné sur 1 an, parce qu'on voit bien que finalement la seniorisation progressive, c'est pas en 6 mois qu'on le fait, puisqu'on a déjà 0 à 3 mois, mais donc 3 mois pour vraiment se sentir à l'aise, et puis finalement on a 3 mois pour recommencer encore à 0. C'était un petit peu ça l'idée, et tu vois, tu l'as laissé filtrer en disant, à la fin de ton topo, en imaginant le concept sur 1 an. Mais encore une fois, c'était plutôt un avis favorable, et c'était un peu pareil, comme on pensait nous plutôt valoriser 1 an, de se dire la diversité c'est important, et il nous semblait important que quelqu'un qui vienne chef de clinique après aille voir un CAG. Et on a mis préférentiellement, puisqu'encore une fois, il n'y a rien qui l'impose, c'était juste nous une réflexion d'orientation. Et on n'est sûrement pas là, moi ou les autres collègues qui sont ou pas tuteurs, etc., sûrement pas là pour l'imposer, mais juste pour le faire penser et l'imaginer, puisqu'on trouvait assez logique finalement d'aller voir ce qui se passe ailleurs avant de poursuivre le post-internat, parce que si on va être chef de clinique, il y a plus de chances probablement qu'on soit PH dans le service universitaire, alors que si on va aller bosser en CAG dans sa phase de consolidation, si on va en post-internat plutôt dans un CAG, il n'était pas illogique d'être passer 1 an en CHU pour avoir vraiment un contact universitaire important, parce qu'on sait à quel point les CAG sont importants pour le suivi plus tard des futurs internes MIR, et on trouvait que cette relation entre les non-universitaires et les universitaires pouvait être favorisée par cette complémentarité entre le post-internat et la phase de consolidation. C'était vraiment ça l'idée derrière. C'est sûrement pas, on ne voulait pas prescrire quelque chose d'obligatoire, c'était dans cette vision d'essayer de mixer les gens le plus possible durant le cursus, pendant l'internat, mais aussi après l'internat. En tout cas, les propositions sont globalement rassurantes. Et juste pour préciser, le texte de loi stipule qu'un senior doit être disponible par téléphone en phase de consolidation quand c'est un interne de phase de consolidation qui prend la garde. Donc ce n'est même pas une discussion, puisque c'est écrit dans le texte de loi, et ce sera un prérequis pour qu'un service ait l'agrément de la phase de consolidation. Sans ça, ce n'est pas possible. Par contre, d'avoir un senior qui reste sur place pendant que un interne de consolidation fasse la garde, je ne sais pas qui va payer, mais je ne suis pas sûr que moi, mon hôpital, il acceptera de payer 2 gardes seniors la même nuit. Sinon, je veux bien dormir à l'hôpital des hôpitaux qui veulent bien faire ça de temps en temps. Merci beaucoup. Donc oui, bien sûr, ça c'est évidemment centre dépendant, mais voilà. Et sinon, pour la première partie de votre réponse, oui, mais on avait bien compris que c'était une visée pédagogique qui pouvait avoir beaucoup de sens. C'est aussi pour ça qu'on l'a proposé dans le questionnaire, parce qu'on voulait voir s'il y avait une adhésion. Et voilà, on voit que l'adhésion en tout cas n'est pas encore là, donc il y a probablement des choses à travailler, des choses à expliquer et à développer sur cet angle-là pour que les gens se projettent sur ce fonctionnement-là en tout cas. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas, mais... On apprend des jeunes.
Encore une question de Frédéric. Et entre-temps, Clément de Vautour et Guillaume Creuset de Paris nous ont rejoints pour animer la table ronde. Et vas-y, Frédéric. Merci beaucoup pour ces informations sur les docteurs juniors. Alors, je ne sais pas si vous l'avez demandé dans l'enquête, ou en tout cas, je vous pose la question. Est-ce que dans vos choix, vous êtes plutôt à vous dire, je vais passer dans un service où je suis déjà passé, ou je vais profiter de cette année docteur junior pour voir autre chose, passer dans un service que je ne connais pas, et éventuellement, si c'est possible, de changer de région pour aller voir vraiment ailleurs ce qui se passe. Est-ce que vous préférez repasser dans un service que vous connaissez ou profiter pour voir autre chose? Alors, c'est vrai qu'on n'a pas posé cette question sur est-ce qu'il faut passer dans un service où on est déjà allé. Je pense que les avis pourraient être partagés sur cette question, mais on ne l'a pas posé dans l'étude. Et pour ce qui est de changer de région, alors c'est une possibilité qui est préservée dans le cadre de la loi. Ça n'a pas l'air, on a une question dessus dans l'étude, ça n'a pas l'air d'être la priorité des gens en tout cas de changer de région. Et il faut savoir aussi que ce qui ne devrait pas poser un gros problème en mire compte tenu des effectifs, c'est que les internes pour changer de région passent forcément après un interne d'une région extérieure passe forcément après tous les internes de la région. Donc si même si vous en tant que service vous souhaitez avoir l'interne de l'extérieur, il passe forcément derrière l'interne de la région qui sera toujours prioritaire pour prendre le poste. Donc voilà. Alors comme je disais, compte tenu des effectifs en mire, ça ne devrait pas être un gros problème, surtout si c'est discuté. Donc d'où l'importance de la discussion en amont. Hein, mais voilà. En tout cas sur les services entre guillemets très demandés, ce sera forcément des internes de la région. Vas-y. Oui, je peux peut-être apporter un petit complément de réponse puisque concernant la possibilité, enfin la préférence des internes sur le fait sur la phase de docteur junior, sur le fait de repasser dans un service dans lequel ils sont déjà passés, on avait fait ce sondage-là sur la région parisienne, qui était la région la plus représentée en amont. Sur une phase préparatoire et on avait eu 32 réponses sur tous les internes, donc c'était quand même assez représentatif et on montrait plutôt que globalement les internes préféraient passer dans un service dans lequel ils n'étaient pas passés avant, donc ils préféraient au contraire voir des stages différents pour continuer d'enrichir leur internat. Concernant la deuxième question qui était, je me rappelle plus, comment ? Le changement de région. Oui, le changement de région. Concernant il y a beaucoup de régions qui se sont placées de manière un peu protectionniste sur cette question-là, puisque notamment la région parisienne, mais qui est quand même la plus concernée sur les interchus, puisque c'est celle qui reçoit le plus d'internes des autres régions. L'association parisienne, le syndicat parisien, s'est placé en disant qu'il refuserait les demandes de tous les étudiants et tous les internes externes à la région parisienne pour la phase de docteur junior, en disant que ça leur permettait de favoriser les internes parisiens. Parce que justement la procédure telle qu'elle est créée actuellement ne protège pas suffisamment les internes parisiens. Du coup, le syndicat parisien s'est positionné de cette façon-là. On ne sait pas de quelle façon ça va se passer du coup. Et le problème, c'est que le syndicat des internes a quand même son mot à dire dans la commission qui est une commission qui inclut les internes. Donc ça risque d'être assez bloqué.